Canada est entré dans le Pyrocène. Que nous réserve l'avenir? Présenté par Yann Boulanger. Donc, Yann est détenteur d'un doctorat en biologie de l'Université du Québec à Rimouski. Il est chercheur en écologie forestière au Centre de foresterie des Laurentides, Service canadien des forêts depuis 2013. Ses projets de recherche se concentrent principalement sur l'impact des changements climatiques sur les perturbations naturelles telles que les feux, les épidémies d'insectes et les chablis, de même que les impacts sur les paysages forestiers. De plus, il contribue à l'étude des impacts des changements climatiques et de la récolte forestière sur les habitats fauniques. Le docteur Boulanger est professeur associé à l'Université du Québec à Rimouski, à l'Université de Laval, ainsi qu'à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Donc, Yann, la parole est à vous pour la présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette présentation. Bon, je viens de m'apercevoir que mon titre n'est pas conforme à ce qui est inscrit sur la fiche, mais on va parler de la même affaire, c'est-à-dire du fait que les changements climatiques ont vraiment des impacts très importants sur les feux, notamment au Canada. Donc, je vais poursuivre. Donc, vous pouvez très certainement le constater. Évidemment, les feux comme perturbations naturelles sont quand même un élément très important de plusieurs écosystèmes autour sur la planète. Mais évidemment, on voit que dans plusieurs régions, les feux deviennent plus sévères. La saison des feux est de plus en plus longue. Les conditions météo qui mènent à ces feux-là sont de plus en plus sévères. Et on parle d'événements qui sont quand même très catastrophiques, là. D'ailleurs, il y a une étude qui est sortie dans Science dernièrement qui montrait jusqu'à quel point les feux ont un impact de plus en plus important sur les valeurs critiques humaines, sur les communautés, sur les infrastructures. Et on parle d'impacts qui sont à la fois dans le pourtour méditerranéen, par exemple. On a entendu parler des feux en Californie, évidemment, les feux au Canada, évidemment, les feux en Australie il y a quelques années. Donc, tous ces éléments-là font en sorte que on pourrait être entré dans ce qu'on appelle le pyrocène. Donc, c'est un terme, c'est un néologisme qui a été créé par Stephen Pine, évidemment, c'est pas une ère réelle, mais du moins, nous fait dire qu'on est entré dans une ère où les feux, donc pyro, deviennent de plus en plus importants et de plus en plus impactants sur notre vie quotidienne, sur les écosystèmes. Donc, je le mentionnais, en raison des changements climatiques, à l'échelle mondiale, les conditions forêt-météo, donc les conditions qui sont propices au développement des incendies, deviennent de plus en plus importantes, deviennent de plus en plus sévères et fréquentes. On le remarque notamment en Afrique, en Amérique du Sud, où les indices très élevés de l'IFM, donc de l'indice forêt-météo, qui mesure le danger de feux de forêt, deviennent de plus en plus importants. Même chose pour les indices de propagation et aussi pour le déficit en pression de vapeur, là, qui devient très, très important. Donc, il nous indique jusqu'à quel point les conditions deviennent de plus en plus sèches, en fait, et de plus en plus chaudes. Et si on regarde, par exemple, en Amérique du Nord, il y a certaines régions, notamment, où les tendances sont significatives. On parle, entre autres, de l'ouest du Québec, entre autres, donc la région, le pourtour de la baie James, mais évidemment, beaucoup aussi, tout ce qui concerne l'ouest du continent, la Colombie-Britannique et aux États-Unis, là, toute la côte ouest, dans le fond, là, à l'ouest des Rocheuses, sont, sont quand même une région là, sont des régions en fait où les conditions deviennent de plus en plus favorables. Ça fait en sorte que lorsque les conditions météo sont plus favorables, hem, ça fait en sorte que le combustible, donc la végétation, est de plus en plus sèche, de plus en plus inflammable. On le voit, c'est un autre d'autres résultats ici qui nous permettent de voir que depuis, les dernières décennies, l'inflammabilité des combustibles a beaucoup augmenté, un peu partout à travers le monde. Et encore une fois, j'attire votre attention sur ce qui se passe un peu plus dans nos régions, donc l'ouest du Québec, le pourtour de la baie James, l'ouest du Canada sont des régions où, en raison de l'augmentation de la sévérité et de la fréquence des conditions climatiques propices au feu, on a une végétation qui devient de plus en plus sèche et de plus en plus inflammable. On peut se rappeler évidemment de la saison 2023 qui était effectivement une saison record. Vous savez, les feux donc au Canada, comme je le mentionnais, c'est d'un élément normal, je vous dirais, des écosystèmes au Canada. Donc, en moyenne, depuis la fin des années 50, il y a environ 2 à 2,5 millions d'hectares qui brûlent chaque année. Sauf qu'en 2023, on le voit ici, la saison a été effectivement très sévère. En fait, près de 15 millions d'hectares ont brûlé. C'était 2 fois le record précédent établi en 1989 à 7,6 millions d'hectares.
Et on voit que durant cette saison-là, de façon assez exceptionnelle, c'est pas seulement qu'une région au Canada qui a été touchée, c'est tout le pays. Donc, d'un océan à l'autre, où on a eu de très, très grands feux et où, en fait, les conditions forêt météo qui ont mené à ces feux-là ont été très sévères. Donc, vous avez à droite des boîtes à moustaches qui nous permettent de voir, en fait, vous avez les années là, de 1950 à 2023. Donc, chaque point correspond à une année et vous avez, en fait, les conditions forêt météo résumé à l'échelle de la saison des feux pour l'ensemble du pays. Et le point rouge, qui est tout en haut, en fait, c'est 2023. Donc, on voit jusqu'à quel point, pour ce qui est de l'indice Fort Météo et aussi de tous ces sous-indices, là, donc je vous fais grâce à de la description, là, mais tout ça pour dire, dans le fond, que les conditions en 2023, d'un point de vue météorologique, étaient très extrêmes et ont donc participé à faire en sorte que les feux soient très importants durant l'année 2023. 2023 d'ailleurs au Québec. Donc, comme je le mentionnais, c'est pas seulement que dans une seule région au Canada, donc plusieurs régions ont été touchées. Le Québec a été la province où les superficies brûlées ont été les plus importantes. On parle de près de 4,3 millions d'hectares qui ont été brûlés, c'est énorme, dont 1,1 million en forêt commerciale. Donc ça établit un record, ou du moins, ça faisait 100 ans là, qu'on n'avait pas eu de superficie brûlée aussi importante en forêt commerciale. Et vous pouvez donc vous imaginer les conséquences justement que ces feux-là ont pu avoir, là. Je vais les développer plus rapidement, plus en détail par la suite. Donc, on a eu 2023. Donc, on s'est dit, waouh, il y a vraiment quelque chose qui vient de changer. C'est une année exceptionnelle. Ça va être difficile de se répéter pour le futur. L'affaire, c'est que 2024, 2025 ont elles aussi été des années particulièrement exceptionnelles au niveau des feux de forêt. 2024, près de 5 millions d'hectares ont brûlé. 2025, cette année, on est à 8,8 millions d'hectares. Donc, on aurait battu le record de 89 encore une fois. Donc, des années en l'espace de 3 ans, il y a près de 30 millions d'hectares de forêts qui ont brûlé au Canada. C'est énorme. C'est un chiffre, un nombre, en fait, d'une superficie qui n'a jamais été atteinte là, par le passé. On n'a jamais enregistré 30 millions d'hectares brûlés en l'espace de 3 ans. Donc, les conséquences sont très importantes. On le remarque, ça, c'est un graphique que j'ai produit en fin de semaine, là, qui démontre jusqu'à quel point depuis quelques années, notamment depuis 2022-ish, les conditions de sécheresse, entre autres au Canada, qui sont monitorées par Agriculture et Agroalimentaire Canada via mon Dieu, en français, je me souviens plus, le Canadian Drought Monitor, nous permettent de voir que les conditions de sécheresse ont augmenté de façon très, très, très importante au cours des 3 dernières années, ce qui pourrait d'ailleurs expliquer justement l'activité des feux qui est très importante. Et présentement, donc en septembre 2025, il n'y a jamais eu autant de superficie au Canada qui était affectée par des conditions de sécheresse données. Donc, que ce soit depuis sécheresse anormale jusqu'à sécheresse exceptionnelle. Et on voit que toutes les régions du Canada sont touchées d'une quelconque façon par la sécheresse. Et ça devrait se poursuivre dans les prochains mois. Donc, jusqu'à quel point les changements climatiques peuvent être impliqués justement dans cette situation? Euh, on a participé à quelques études au cours des dernières années qui nous ont, où l'objectif était de voir jusqu'à quel point les probabilités qu'un événement comme celui de 2023, par exemple, se produisent dans un contexte de changement climatique. On s'est rendu compte que les conditions, justement, météo qui ont mené au feu de 2023 étaient déjà dans un climat actuel très, très rare. Vous avez sur la carte de gauche le nombre, la période de retour dans un climat actuel pour l'année 2023. Donc, vous voyez, par exemple, en 2000, dans la baie James, à la baie James, avoir un climat comme ça, là, c'est à peu près une fois aux 100 ans, là, dans le climat actuel. Mais lorsqu'on considère les conditions pré-industrielles, on s'est rendu compte que les changements climatiques avaient augmenté la probabilité d'environ 16 fois d'observer des conditions aussi sévères. Donc, ça ne veut pas dire évidemment que avant les changements climatiques, ces conditions-là n'étaient pas possibles. C'est juste que présentement, elles sont beaucoup plus probables en raison de l'augmentation des températures puis des conditions de sécheresse au Canada, notamment autour de la baie James au Québec. Donc, ça, c'était au niveau des conditions météo. Si on y va plus dans l'impact, dans le fond, de ces conditions météo-là, donc l'impact des changements climatiques sur les superficies brûlées au Canada en 2023, encore une fois, une autre étude qui nous démontre que, particulièrement au Québec,
Les conditions 2023, ou du moins les superficies brûlées durant l'année 2023 étaient 2 à 5 fois plus probables en raison des changements climatiques maintenant. Donc, on voit que l'impact des changements climatiques est excessivement important sur les superficies brûlées au Canada. Donc, je le mentionnais tantôt, les impacts de ces feux-là, notamment les feux de 2023, ont été très, très importants. Puis évidemment, les impacts ne sont pas seulement que sur le secteur forestier, mais sont évidemment des impacts sur notre propre société. Vous vous en rappelez probablement. Donc, déjà à l'époque, on évaluait le coût des feux à peu près à 10 à 13,5 milliards sur l'économie québécoise. Donc, il y a eu une étude dernièrement qui est sortie, celle de NADA Conseil, qui est un peu dans les mêmes chiffres. Évidemment, énormément d'évacuations qui ont été établies. En fait, vraiment une année record au niveau des évacuations. À l'échelle du Canada, près de 240 000 personnes ont été évacuées durant les feux de 2023. C'est vraiment énorme. Évidemment, bon, les impacts sur le secteur forestier, les impacts sur l'énergie aussi, très importants. Plusieurs lignes de transport d'énergie ont été affectées par les feux. Puis souvent, ça, c'est un élément qu'on oublie, hein. Les lignes de transport, les sites de production d'électricité, par exemple, se retrouvent dans des régions qui brûlent souvent ou qui peuvent brûler de façon très sévère. Et lorsque ces lignes de tension-là sont affectées par les feux, ben, il peut y avoir des populations situées à des milliers de kilomètres de ces feux-là qui subissent les impacts parce que le courant est coupé à Montréal, parce que le courant est coupé, merci, à Québec, par exemple. Donc, les impacts peuvent être très loin des feux. Et on ne parle pas évidemment de l'impact de la fumée en soi, qui est aussi très important sur la, la santé publique, évidemment. On l'a vu encore cet été, c'était très important. Au niveau du secteur forestier, les impacts ont été importants. Évidemment, s'il y a des feux sur un territoire, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup moins de bois à couper sur ce territoire-là parce qu'il est littéralement parti en fumée, littéralement. Donc, le forestier en chef a dû corriger, dans une certaine mesure, les taux de coupe qui étaient prévus dans les régions qui ont été soumises à des feux très importants. Certaines régions, notamment dans le nord du Québec, l'Abitibi, ont subi des réductions drastiques là, de la possibilité forestière parce que justement les feux ont littéralement ou entre guillemets mangé une portion de la possibilité forestière. Donc, pour avoir un rendement qui est par la suite soutenu, on n'a pas le choix que de baisser de façon temporaire ou quand même des fois de façon assez longue là, dans le temps la possibilité forestière pour ne pas surexploiter la forêt, évidemment. Il y a eu des impacts aussi au niveau forestier sur ce qu'on appelle les accidents ou les échecs de régénération. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un échec de régénération? C'est lorsque, par exemple, lorsqu'une perturbation survient, comme par exemple un feu, et suite à cette perturbation-là, ben, il n'y a pas grand-chose qui va se régénérer. On le sait, la forêt boréale, c'est une forêt qui est quand même adaptée au feu. C'est-à-dire que normalement, lorsqu'un feu survient en forêt boréale, les arbres qui sont sur place, qui vont brûler, vont pouvoir se reproduire parce que leurs cônes vont s'ouvrir sous l'effet de la chaleur et libérer des graines qui vont par la suite participer à regarnir le parterre forestier en forêt boréale. Sauf que lorsque les perturbations qui surviennent en forêt sont trop fréquentes, sont trop rapprochées les unes par rapport aux autres, ben, ça fait en sorte que, premièrement, la forêt est beaucoup plus jeune. Et lorsqu'un feu, par exemple, survient dans un peuplement qui est trop jeune, donc trop jeune pour avoir des arbres qui portent des cônes, bien évidemment, si ces arbres-là sont trop jeunes et qui passent au feu, ben, il n'y a aucune graine qui va être libérée parce qu'il n'y a pas de cône encore. Les arbres sont juste trop jeunes. Et on s'est rendu compte que en forêt boréale, du moins en forêt commerciale, je vous rappelle qu'il y a à peu près 1,1 million d'hectares qui ont brûlé en forêt commerciale en 2023. Ben, il y a à peu près 300 à 400 000 hectares de cette forêt-là qui risquent de se retrouver dans une situation plus ou moins importante d'accident de régénération. Donc là, les impacts sont très importants. Ça veut dire que lorsqu'on a un accident de régénération, ça peut prendre des décennies, si on ne plante pas, si on ne fait pas d'intervention, pour que la forêt revienne. Donc, c'est vraiment très important d'un point de vue écosystémique, mais aussi d'un point de vue forestier, là, pour le secteur forestier, d'un point de vue économique.
Si on regarde justement qu'est-ce qui s'est passé depuis les dernières décennies au niveau des conditions météo qui affectent les feux, on se rend compte que, ben, notamment au Canada là, et au Québec le plus particulièrement, les indices forêt météo, donc je vous le rappelle, les indices forêt météo, là, c'est un peu ce qui mesure le danger de feux de forêt là, au Canada. Mais on voit que les valeurs extrêmes de ces indices-là deviennent de plus en plus extrêmes elles-mêmes depuis les années 50. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, on voit que la saison des feux, c'est-à-dire la longueur, c'est-à-dire le moment où débute la saison des feux jusqu'à la fin, cette longueur-là, cette durée-là devient de plus en plus importante dans le temps. Donc, depuis la fin des années 70, c'est quasiment un mois de plus de saison de feu qu'on a, notamment au Québec. C'est énorme. On peut même y aller un petit peu plus en détail. Quelles sont vraiment les conditions dans la saison de feu qui favorisent qui favorisent les feux justement au Canada? Mais on se rend compte que c'est surtout les conditions au printemps, en fait, qui deviennent de plus en plus importantes, de plus en plus sévères. Donc, notamment durant le mois de mai et le mois de juin. Même si au cours des dernières années, les printemps n'était pas très joyeux d'un point de vue, donc il y avait quand même pas mal de précipitations, là. Mais lorsqu'on regarde les tendances à long terme depuis les années 50, on remarque que les indices forêt météo deviennent de plus en plus importants au mois de mai et au mois de juin, puis pas tant au mois de juillet et au mois d'août. Ce qui fait en sorte que c'est surtout les feux qui débutent au mois de mai et au mois de juin qui ont un impact, qui deviennent eux-mêmes de plus en plus grands sur euh, en forêt boréale. Euh, cette année, c'est un très, très bel exemple. Cette année, plusieurs feux, et 2023 aussi d'ailleurs, là, ce sont des feux qui ont démarré très tôt au printemps, au mois de mai, certains au mois d'avril, qui ont atteint de très grandes superficies très rapidement. Et comme ces feux-là euh, ont une superficie très grande dès le départ, ils ont un périmètre actif qui est très, très, très important et et qui peut continuer de brûler comme ça durant toute la saison, là. Il y a des feux là, qui ont été allumés, par exemple, cette année à la fin du mois d'avril, qui sont toujours pas éteints. Parce que justement, ils sont tellement gros qu'il y a toujours un endroit dans le feu qui est en activité. Donc, il va falloir attendre la neige là, pour que ces feux-là s'éteignent. Et donc, on s'aperçoit que ce sont surtout donc ces feux-là qui débutent en mai et en juin qui deviennent de plus en plus grands depuis les années 50. Donc, se rappeler que ce sont surtout les conditions printanières qui semblent avoir un impact sur la saison des feux, sur notre activité des feux au Canada depuis les 70 dernières années, par exemple. Et ce que ça a comme impact, justement, depuis la fin des années 50, ben, c'est que les superficies brûlées annuelles deviennent de plus en plus importantes. En fait, on a plus que doublé les superficies annuelles depuis la fin des années 50. On le voit que cette augmentation-là, elle est significative dans plusieurs régions. Alors que le nombre de feux, lui, est soit stable, soit en diminution même. Donc, on le voit là, dans le sud du Québec et le sud de l'Ontario, là, pour le nombre de feux, on est en diminution, on est dans le bleu. Notamment parce que le nombre de feux d'origine humaine est en diminution depuis les années 50, probablement en raison d'une meilleure prévention. Mais malgré ça, on s'aperçoit que les feux, les superficies brûlées ailleurs au Canada deviennent de plus en plus importantes. Si on se projette dans le futur, ben là, évidemment, les tendances qu'on a observées au cours des dernières décennies devraient se poursuivre. Donc, ici, à partir d'un set de données d'Environnement Canada. Donc, Van Vliet a publié l'année passée des bases de données qui nous permettent de voir jusqu'à quel point certains indices dans le futur vont devenir de plus en plus sévères et de plus en plus fréquents. Donc, on a par exemple ici, c'est un indice là, de combustible disponible là, qui est un sous-indice de l'indice forêt météo, là. On voit que donc le 95e percentile, donc les valeurs extrêmes de cet indice-là vont elles-mêmes devenir de plus en plus extrêmes. Le nombre de jours où les valeurs extrêmes vont être observées vont aussi augmenter de façon très importante et la saison des feux devrait continuer de s'allonger. Et puis là, ici, on se rappelle, ça, c'est pour dans ce cas-là, si je me souviens bien, c'était, oui, selon le RCP 4.5. Donc, c'est un scénario qui est quand même modéré
un scénario de changement climatique qui est modéré, ça pourrait être pire si on est sous un scénario de changement climatique qui est plus vers les extrêmes. Donc, on le voit, ça va se poursuivre. L'augmentation de la sévérité des saisons de feu, dans le fond, c'est ça que ça veut dire. Et justement, lorsqu'on utilise ces données-là pour pouvoir projeter dans le futur à quoi vont ressembler les superficies brûlées dans le futur, bien, on le voit dès les prochaines décennies, même sous un scénario d'émissions de gaz à effet de serre qui est quand même très, très faible, par exemple RCP 2,6, on observe ou ben, en fait, on projette des superficies brûlées qui vont augmenter de façon très importante. On parle de 2, 3, 4, 5 fois plus de feux qu'au cours des 30 dernières années, par exemple, euh, dans certaines régions au Canada. Si on se concentre par exemple au Québec, encore une fois, la région de la baie James, c'est une région, ou le nord du Québec en général, c'est une région où on devrait observer des augmentations de superficie brûlée qui vont être très, très importantes là, selon les différents scénarios climatiques. En fait, peu importe le scénario climatique, on devrait se retrouver avec des augmentations qui sont importantes. Évidemment, qui parle augmentation de superficie brûlée, dit impact aussi sur les forêts, sur le secteur forestier. Ici, je vous fais fi des analyses qui sont derrière cette- cette, euh, ces résultats-là, mais on a classifié, par exemple, les différentes unités d'aménagement en fonction de leur vulnérabilité pour les feux futurs. Donc, une vulnérabilité faible, modérée, haute et extrême. Et on voit que plus on se dirige vers la fin du siècle, plus certaines unités d'aménagement au Québec, en raison de l'augmentation des feux de forêt, vont se retrouver dans une vulnérabilité très, très importante. Donc, les vulnérabilités extrêmes, là, ça voulait dire, grosso modo, qu'en raison des feux et en raison du taux de coupe actuel qu'on a dans ces régions-là, ben, la forêt serait tout simplement pas capable de suivre. Donc, lorsqu'on cumule les feux et la coupe, par exemple, on se retrouverait à 200 de ce que la capacité de support de la forêt. Donc, ce qui est vraiment pas soutenable dans le temps. Donc, nécessairement, ça veut dire que dans ces unités d'aménagement-là, où on voit du rouge beaucoup là, en 2085, donc vous voyez, c'est beaucoup le lac Saint-Jean, Chibougamau, le Belle-sur-Quévillon, ces régions-là, ben, l'impact sur le secteur forestier va être très, très important. Et l'impact sur le secteur forestier ne sera pas le seul. Donc, on va avoir des impacts aussi au niveau de ce qu'on appelle les interfaces péri-humaines. Donc, tout ce qui est valeurs critiques, les communautés, les infrastructures, le secteur industriel. On voit que ces valeurs-là vont être de plus en plus exposées. Donc, vous avez ici les différentes cartes là, pour de 2001. En fait, j'ai oublié de marquer les périodes, mais de A, c'est la période actuelle. Et D, c'est pour 2071-2100. Donc, on saute par période de 30 ans, là. Donc, on voit les interfaces qui sont en couleur ici là, sur les cartes. Plus ces interfaces-là sont vers le rouge, plus elles sont exposées à des cycles de feu qui sont courts, c'est-à-dire des feux qui vont revenir de façon très fréquente dans le futur. Et on voit là plusieurs régions, notamment dans le centre-nord au Québec et plus à l'ouest au Canada, vont être exposés à des cycles de feu de moins de 50 ans, là. Donc, ça, c'est très, très court comme feu. C'est-à-dire que sur la durée d'une hypothèque, par exemple, de feu, là, de maison, là, il y a des bonnes chances que la maison soit exposée à des feux, dans le fond, là. C'est ça que ça veut dire. On est rendu aux solutions parce que là, ça a l'air bien harsh, tout ce que je dis là, mais il y a quand même des solutions qu'on peut établir justement pour cette situation-là. Première solution, évidemment, c'est ce que j'ai listé, donc supporter et améliorer les capacités de détection, de suivi, de suppression des feux. Évidemment, c'est pas la panacée. Évidemment, augmenter la force de suppression, ça va nous aider à mieux détecter les feux, mieux les supprimer lorsqu'ils sont encore d'une taille où on peut les éteindre, dans le fond, mais c'est pas la panacée. Dès 2029, par contre, il va y avoir un nouveau satellite qui va être lancé, donc le Wildfire Sat, la mission Garde-feu en français, qui est un satellite de l'Agence spatiale canadienne en collaboration avec le Service canadien des forêts, qui va être optimisé de façon à détecter rapidement les feux au Canada. Donc ça va être un outil qui va être très utile pour détecter très rapidement les feux. Donc ça, c'était une des solutions qui est envisagée. Deuxième solution aussi, c'est de s'appuyer sur un cadre d'évaluation
du risque de feu de végétation, pardon. Donc, ça, évidemment, ce qui est important, lorsqu'on veut trouver des stratégies d'atténuation des feux de forêt, il faut premièrement, évidemment, bien établir quel est l'aléa, quel est le risque. Une fois qu'on a bien établi cet aléa-là et le risque, on peut mieux identifier des stratégies d'adaptation, d'atténuation au feu. Et lorsqu'on parle de même vocabulaire aussi, c'est très important, là. Donc, ça, ce sont des situations, en fait, on le voit, là, certaines communautés, depuis 2023, par exemple, sont de plus en plus alertes, je vous dirais, à ces situations-là et commencent justement à évaluer l'aléa feu. Juste un exemple, même si le feu n'est pas très présent dans la région, nous, on s'est associé avec la communauté métropolitaine de Québec pour établir l'aléa de feu de forêt dans la communauté métropolitaine parce qu'évidemment, même s'il n'y a pas beaucoup de feu, les valeurs à risque peuvent être très importantes. Donc, c'est très important de connaître l'aléa. Et une fois qu'on connaît l'aléa, on peut établir justement les stratégies d'adaptation pour ces milieux-là. Il y a tout ce qui donne justement stratégie d'adaptation. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc, vous avez probablement entendu parler de tout ce qui s'appelle IntelliFeu, donc de tout ce qui est de réduction de combustible, par exemple, autour des valeurs critiques, de changement de combustible, par exemple. Donc, ça, c'est très important. Donc, il s'agit de situations, de stratégies qui sont proactives pour éliminer ou du moins diminuer l'aléa, le risque autour des valeurs critiques. Euh, Quatrième solution au niveau du secteur forestier, bien là, évidemment, il y a plusieurs solutions qui peuvent être envisagées, notamment afin de réduire les accidents de régénération dont j'ai parlé précédemment, ou encore d'améliorer la résistance ou la résilience des peuplements, que ce soit en utilisant certaines espèces qui répondent mieux au feu, que ce soit en faisant, par exemple, de la rétention variable, comme on le voit ici à gauche, qui va nous permettre d'avoir une pluie de graines, par exemple, si jamais un feu survient dans ces situations-là. Il y a tout ce qui concerne aussi ce qu'on appelle les réserves de précaution, c'est-à-dire couper moins pour se garder une espèce de buffer, dans le fond, une espèce de réserve de précaution si les feux deviennent de plus en plus importants sur le territoire. Donc, tout ça, ce sont des situations qui peuvent être envisagées. Euh, pour votre gouverne, je vous dirais, il y a différents outils si jamais vous êtes intéressé à suivre la situation des feux, que ce soit présentement ou encore passé ou futur. Je vous conseille, par exemple, de visiter le site, bon, là, je l'ai mis en anglais, là, mais du Canadian Wildland Fire Information System du Service canadien des forêts. Donc, vous pouvez voir les conditions actuelles et pour les prochains jours. Donc, c'est très intéressant de ce point de vue-là. Si vous voulez avoir une idée de ce qui s'est passé dans le passé et ce qui se passe présentement aussi, il y a notre projet avec le Centre ESCAR de l'Université de Montréal qui peut être très intéressant pour vous. Et ben, ma foi, je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai déjà posté mon temps. Donc, merci beaucoup de votre écoute et j'ai peut-être du temps pour des questions. Non? Merci beaucoup, Yann. Je te rassure de ne pas dépasser ton temps. En fait, on a plein de temps pour les questions le reste de l'heure. Donc, en fait, pour la session de questions en ligne, je pense qu'il y a déjà quelques personnes qui ont commencé à indiquer leurs questions dans le clavardage. Donc, n'hésitez pas là, à partager vos questions dans le clavardage. On pourra les relayer en salle. Je ne sais pas s'il y avait des questions en salle aussi pour Yann suite à la présentation. Sinon, je peux y aller avec une première question qui avait été posée en salle. Donc, certaines personnes s'interrogent quant à savoir s'il y a des régions qui n'étaient pas nécessairement à risque de feu de forêt par le passé, qui risquent de le devenir, notamment si on pense là, à l'impact des changements climatiques sur la composition des peuplements forestiers ou sur certaines espèces, dont peut-être la distribution géographique pourrait être affectée aussi. Ouais. Ouais, ben c'est une très bonne question. Puis bon, évidemment, il y a des régions qui sont déjà affectées, qui vont le devenir de plus en plus dans le futur, ça c'est clair. Mais il y a certaines régions qui, je dirais, au cours des dernières décennies, ont pas beaucoup subi de feu, mais cette année, entre autres, et ça risque de se reproduire dans le futur, on risque d'en observer plus. Puis là, je pense beaucoup aux maritimes, de tout ce qui concerne l'Est du Canada. Donc, on le sait, l'Est du Canada, les maritimes, on est plutôt une région, c'est plutôt une région assez humide où les feux sont, bon, où on pense que les feux sont pas nécessairement très importants, mais on l'a vu cette année, lorsque les conditions de sécheresse se présentent, et c'est vraiment très, très sec là, dans l'Est, les feux, même s'ils ne sont pas de la même superficie que les feux qu'on va retrouver dans l'ouest du pays, par exemple, ou encore à la baie James au Québec,
Il s'agit qu'il y ait quelques feux et de feux de moyenne ampleur, de quelques dizaines, de quelques centaines d'hectares, par exemple, pour que les conséquences dans ces régions-là soient très, très, très importantes. Donc, l'Atlantique, les maritimes au Canada, c'est une région qui est où l'interface, justement, périurbaine ou périhumaine, dans le fond, est très importante. Il y a du monde partout. Il y a des infrastructures partout. Donc, s'il y a des feux qui se déclarent, ben, ces feux-là ont beaucoup plus de probabilité d'affecter des communautés. Et donc, excusez-moi, mon chien veut sortir. On va faire un petit interlude canine ici. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Non. C'est ça, donc, les feux peuvent être très importants. Puis on l'oublie souvent, l'Est du Canada, ça peut brûler vraiment beaucoup. Évidemment, il y a des anecdotes là, comme quoi, bon, évidemment, vous connaissez peut-être le grand feu de Miramichi, par exemple, en 1825, où là, ben, en fait, c'était pas juste un feu qui avait brûlé à Miramichi, mais le cinquième du Nouveau-Brunswick était passé au feu en 1825. Donc, lorsque les conditions sont très sèches, lorsque la végétation, évidemment, est présente, il peut y avoir beaucoup de feux. Plus récemment, en 1947, au Maine, par exemple, il y a eu des feux très, très importants. Les conditions au Maine sont quand même assez semblables à celles qu'on retrouve dans les maritimes. Plus au sud aussi, puis ça pourrait peut-être répondre à la question au niveau des feuillus. Euh, Plus la saison de feu s'allonge, plus on risque de se retrouver, comme par exemple cette année, dans des conditions à la fin de saison, par exemple au mois d'octobre, au mois de novembre, où il n'y a pas encore de neige au sol et les feuillus ont perdu leurs feuilles et la situation devient quand même assez inflammable. Euh, Dans les Appalaches aux États-Unis, par exemple, où on retrouve une végétation qui est relativement semblable à celle qu'on retrouve dans le sud du Québec, ben, il y a une saison des feux au mois d'octobre, au mois de novembre. 2016, il y a eu un feu très important, notamment au Tennessee, à Gatlinburg, qui a causé beaucoup, beaucoup d'impact. C'était un feu de la fin du mois de novembre, si je me souviens bien. Donc, c'est sûr que ces situations-là, je ne dis pas que ça va se reproduire au Québec, c'est pas ça, mais c'est quand même, les probabilités risquent d'être plus importantes dans le futur dans ces régions-là. Voilà. Merci beaucoup. Une autre question qu'on a reçue en ligne, c'est plutôt par rapport au panache de fumée. Donc, est-ce qu'on est en mesure, si je comprends bien la question, là, est-ce qu'on est en mesure de faire des projections par rapport peut-être à la dispersion de la fumée là, en lien avec l'occurrence future des feux de forêt et des changements climatiques? C'est une excellente question et c'est une question qui revient de plus en plus fréquemment depuis les dernières saisons de feu parce que justement, on est vraiment affecté. Il y a des dizaines de millions de personnes qui ont été affectées par des panaches de fumée qui provenaient pourtant à des milliers de kilomètres de l'endroit où les gens étaient affectés. Donc, la réponse est non. On n'a pas d'études encore qui permettent de voir de façon relativement précise quelles vont être les régions les plus affectées par les panaches de fumée, parce que ça dépend à la fois d'où les feux vont brûler, mais ça dépend aussi beaucoup des conditions atmosphériques lorsque ces feux brûlent. Donc, est-ce que la fumée va être envoyée de très haut dans l'atmosphère ou elle va être transportée, jusqu'à quel point elle va redescendre des fois à des niveaux plus vers la surface pour affecter la qualité de l'air. Donc, tout ça, c'est des questions auxquelles on veut répondre. D'ailleurs, on a soumis des proposés de recherche par rapport à ça au cours des derniers mois. Et c'est nécessairement une question très importante parce que si on se la fait poser si souvent que ça, c'est parce que justement, les impacts au niveau de la société sont très, très, très importants. On pourrait se dire que plus va y avoir de feu, plus ces épisodes de feu-là, de fumée, par exemple, vont devenir importants. C'est un peu une règle du pouce, là, c'est clair. Mais pour établir des résultats plus précis que ça, donc savoir où quelles régions vont être affectées particulièrement, combien de population, on n'en est pas encore là, malheureusement. Merci beaucoup. Je pense qu'on a une question dans la salle aussi, David. Oui, merci. Pour moi, c'est un peu contre-intuitif que la forêt commerciale puisse brûler autant, dans le sens où c'est la forêt qui, par définition, n'est pas encore mature, sinon elle avait été coupée. Ça a déjà été reboisé au moins une fois. Est-ce qu'il y a des pratiques commerciales qui augmentent le risque? C'est quoi l'interaction entre les deux, essentiellement? Ouais, ça aussi, c'est une question qui revient assez fréquemment, là. Au Québec, là, justement, on vient d'avoir un article qui vient d'être accepté là-dessus. On s'aperçoit que, ou du moins,
je pense que c'est pas mal le cas là, à l'ouest des Rocheuses, là. Voyons, l'aménagement forestier fait en sorte que, à météo égale, les paysages deviennent moins inflammables. Pourquoi? Parce que bon, l'aménagement forestier va targeter, va cibler les peuplements conifériens, par exemple, qui sont eux-mêmes les plus inflammables. L'aménagement va la foresterie va diminuer l'âge de la forêt beaucoup. Donc, lorsqu'on a des peuplements plus jeunes, souvent ils sont plus mixtes, donc avec une proportion de feuillus plus importante et donc sont moins inflammables. Il va y avoir une fragmentation aussi du territoire qui va diminuer la connectivité, par exemple, entre les peuplements qui sont les plus inflammables par rapport aux autres. Donc, oui, effectivement, depuis la fin des années 70, la foresterie a fait en sorte que les paysages forestiers, notamment au Québec, sont moins inflammables qu'ils l'étaient avant. Mais malgré ça, il y a eu 2023. Donc, c'est ça aussi qu'il faut se rendre compte, c'est que même si les paysages euh, ont été détériorés, je dirais, au niveau de leur inflammabilité, les conditions météo sont tellement devenues plus sévères qu'elles l'étaient avant, qu'elles ont comme overridé, je ne sais pas comment le dire en français, là, la baisse de l'inflammabilité du territoire due à la foresterie. Euh, Puis justement, puisque les conditions météo deviennent de plus en plus sévères, certains combustibles qui normalement brûlent beaucoup moins, ben là, ces combustibles-là deviennent plus inflammables et peuvent brûler en proportion plus importante. Les plantations, c'est un exemple, même si c'est des plantations jeunes. Il y a 80 000 hectares de plantations qui sont passés au feu en 2023, par exemple. Il y a plusieurs peuplements jeunes qui sont passés au feu en 2023, donc d'où les accidents de régénération. Donc, faut prendre tout ça en compte. Puis, la situation au Québec n'est pas la même, par exemple, qu'en Colombie-Britannique. En Colombie-Britannique, où on favorise beaucoup, ben ici aussi, on favorise le conifère, là, mais en Colombie-Britannique, il y a vraiment une augmentation de l'inflammabilité des territoires due à la suppression des feux, par exemple, due à la façon dont on va exploiter la forêt. Ici, c'est parce que l'augmentation de la densité des conifères, puis leurs proportions deviennent de plus en plus importantes. Ici, c'est moins le cas. Mais malgré ça, ici, on observe quand même une augmentation des superficies brûlées. Ou du moins, on peut avoir des années qui sont très, très sévères. Merci beaucoup. On a une autre question dans la salle. Olivier? Pour les forêts non commerciales, tu as mentionné que les conifères, en fond, sont plus inflammables, donc les feuillus. Est-ce que, j'imagine qu'il est trop tôt parce que ça, tu sais, dans le fond, l'augmentation des feux, c'est relativement récent, fait qu'on n'a sûrement pas observé un changement de composition, mais est-ce qu'on s'attend dans un futur, tu sais, de quel genre d'horizon on s'attend peut-être qu'est-ce que la forêt boréale va un peu changer sa composition pour s'adapter à cette nouvelle réalité-là? C'est une très bonne question. Puis effectivement, là, dans nos projections futures, on s'aperçoit que certaines espèces vont réagir positivement justement au feu. Parmi ces espèces-là, évidemment, il y a le peuplier faux-trempe. Le peuplier faux-trempe qui se régénère très bien après feu, euh, encore plus que l'épinette noire, par exemple. Et on voit qu'en raison de l'augmentation des feux, le peuplier faux-trempe va devenir de plus en plus important en forêt boréale. Ça pose en fait, cet impact-là a plusieurs, en fait, ça a plusieurs conséquences, là. Donc, évidemment, ça change la composition forestière, ça change les habitats aussi pour les espèces, ça change aussi peut-être la façon dont on pourrait récolter le bois et profiter de la forêt. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec du bois de feuillu si important que ça, là, qui est quand même moins valorisé aujourd'hui par rapport au SEPM, par exemple, donc sapin, épinette, pin, mélèze. Donc, il y a vraiment une réflexion à faire là-dessus parce que l'augmentation, puis ça, c'est une augmentation qui est due au feu, mais des fois, il y a une interaction aussi avec la coupe parce que là, la coupe favorise aussi le tremble. Donc, et là, si on rajoute des feux par-dessus ça, il y a vraiment comme une. Ça fait boule de neige, là. Il y a vraiment une rétroaction positive qui fait en sorte que les feuillus deviennent plus importants. Euh, Ces feuillus-là, dans un autre ordre d'idée, vont eux-mêmes participer à diminuer l'impact du climat sur les feux, parce que donc, plus que de feuillus, moins normalement il devrait y avoir de feu. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de feu. Je veux dire, les feuillus peuvent brûler aussi dans une certaine mesure. Puis d'ailleurs, en 2023, on l'a vu, il y a plusieurs, il y a des portions quand même très importantes de territoire qui étaient des peupliers faux-trembles, des peupleraies, là,
qui ont passé au feu quand même, de façon moins importante que des peuplements conifériens, mais ça peut brûler quand même. Donc, tout ça pour dire que oui, ça va avoir un impact sur la rétroaction avec le feu, ça va avoir un impact sur la composition forestière. De là à dire que ça a déjà un impact, ça, par contre, effectivement, là, il est beaucoup trop tôt pour le dire, mais souvent, justement, les perturbations comme le feu, c'est un élément qui va apporter un changement rapide dans la forêt. Donc, ça peut être un point de rupture, justement, pour la forêt boréale, que d'observer une augmentation très rapide de certaines espèces qui profitent du feu suite à l'augmentation, justement, de cette perturbation naturelle-là. Je vais prendre peut-être une question en ligne, puis je sais qu'on a d'autres questions dans la salle ensuite, mais il y a quelques questions aussi qui s'intéressaient là, à la durée de la saison des feux, notamment, là, vous avez mentionné donc moins de feux peut-être de plus grande superficie, puis de plus longue durée aussi. Et puis donc, en fait, une des questions s'intéressait à savoir qu'est-ce qui détermine qu'un feu peut survivre à l'hiver. Vous avez mentionné que certains feux, on doit finalement attendre l'arrivée de l'hiver et de la neige là, pour la fin de ces feux-là, mais on sait que dans les dernières années, notamment dans l'Ouest canadien, il y a eu des feux qui ont survécu à l'hiver. Donc, est-ce qu'on sait un peu c'est quoi les conditions qui peuvent mener à ce phénomène-là? Ouais, ça a été beaucoup publicisé justement depuis 2023, là, ce qu'ils appelait les feux zombies. Là. D'ailleurs, j'ai un collègue là, qui haït ça, là, qu'on appelle ça des feux zombies, des feux hibernants là, qu'on devrait dire. Mais ça, c'est surtout un phénomène en fait, ça a été publicisé, mais c'est pas nouveau en soi. On connaît quand même très peu là, ce qui se passe pour ces holdover fires-là. Il y a une étude là, que j'ai vue qui s'est concentrée sur les feux hibernant justement en Alaska, puis dans les territoires du Nord-Ouest, je me souviens bien, puis à peu près 15 depuis les dernières décennies, 15 des superficies brûlées qui dépendent de feux qui passent l'année, qui passent l'hiver, dans le fond. Donc, c'est pas un phénomène nouveau, mais c'est sûr que plus c'est sec, plus on a des sécheresses prolongées, plus la matière organique dans laquelle les feux peuvent couver devient inflammable et peut rester inflammable même s'il y a de la neige dessus. Au Québec, en tout cas, je pense pas que ça a été observé encore, mais il y a certains endroits où la matière organique est très épaisse, là, notamment en Colombie-Britannique. En Colombie-Britannique, là, officiellement, là, il y a des feux qui sont encore en activité pendant que je vous parle, qui ont été allumés en 2023. Ça fait 2 hivers là, qui passent. Puis c'est le BC Wildfire qui l'a confirmé. Donc, c'est possible dans ces régions-là. Ça reste quand même marginal, là, on s'entend, là. Mais donc, ça prend des conditions qui sont très sèches et sur une longue période de temps pour que justement le substrat, donc la matière organique en profondeur, soit sec, soit sèche en profondeur, en fait, pour que le feu puisse couver longtemps là, dans ces endroits-là. Puis c'est ce qu'on voit là, aux confins, par exemple, le coin Colombie-Britannique, Alberta, territoire du Nord-Ouest. C'est une région qui subit une sécheresse là, depuis plusieurs années. Puis donc, les conditions sont très, très favorables à ce genre de feu-là. Merci. Pierre? Oui, bien, merci bien pour la présentation. J'ai manqué le début, là, mais c'est très intéressant. Ma question est plus pour le futur, considérant le fait là, que dans la littérature, on voit que quand même les GCM de la nouvelle génération CMF6 sont améliorés dans le Nord, là, puis ça peut avoir des impacts quand même sur les projections. Est-ce que vous considérez recalculer donc vos indicateurs avec les nouveaux scénarios climatiques? Et puis, si oui, si oui, êtes-vous au courant que quand même à Uranus, là, on a un ensemble assez costaud de vêtements là, qui pourrait servir à ça? Oui, tout à fait. Ben, en fait, on collabore justement avec le Centre ESCAR là-dessus pour justement calculer les indices forêt météo avec le CRCM5, puis là, eux autres, ils développent le CRCM6, donc avec les nouveaux scénarios SSP. Donc, ça nous permet d'avoir une meilleure projection justement des indices forêt météo, de la longueur des saisons de feu, puis notamment à une échelle plus fine. Donc d'ailleurs, là, j'étais à Montréal la semaine dernière, puis l'équipe du Centre Escar m'a montré les dernières simulations du CRCM6, là, entre autres. Là. Puis c'est vraiment très, très intéressant. Là. On voit des patrons qui sont très intéressants. Et effectivement, notre objectif, c'est de rendre ces données-là disponibles là, au même titre que les données que Van Vliet là, a rendues disponibles là, l'année passée, là, pour avoir des sets de données complémentaires, parce que vous savez évidemment, donc il y a certaines incertitudes, ouais, c'est un mot, en tout cas, il y a quelques incertitudes
ou des variations entre les différents GCM ou modèles régionaux ou évidemment scénarios climatiques. Donc, c'est important de les rendre disponibles et de comptabiliser, de prendre compte justement de cette variabilité-là. C'est quelque chose qui devrait être prêt, d'après moi, peut-être pas d'ici mars, mais probablement 2026-2027, d'après moi. Merci. Merci beaucoup. On a quelques petites questions en ligne encore s'il reste de l'énergie. Yann, il y avait une question qui s'intéressait notamment aux pratiques de gestion forestière, donc la fréquence de mise à jour des inventaires forestiers suite au feu. Est-ce qu'on sait là, quelle est la pratique là, pour mettre à jour ces inventaires-là suite à la saison des feux de forêt? Est-ce que c'est fait de façon annuelle ou est-ce que vous savez quelle est la fréquence à ce niveau-là? Au Québec, on a un système d'échantillonnage ou de placettes permanentes ou de décennaux là, qui sont faits. Donc, au Québec, faut se rendre compte qu'on a un des meilleurs, sinon le meilleur suivi forestier au Canada, très certainement, avec le réseau de placettes permanentes, avec les suivis qui sont faits là, à tous les 10 ou 15 ans, là, ça dépend là, des territoires, là, avec les différents décennaux. Donc, il y a vraiment une couverture qui est faite. Puis évidemment, à chaque année, les perturbations qui surviennent sur un territoire sont comptabilisées, que ce soit les coupes, que ce soit les épidémies, que ce soit les feux, évidemment. Donc, on a quand même une très bonne idée là, de ce qui se passe sur le terrain, ce qui nous permet d'ailleurs et au BFEC notamment, et à d'autres organismes comme les nôtres, de bien quantifier justement par exemple, les impacts des feux d'année en année et par exemple, de dire qu'en 2023, ben, les accidents de régénération, ça couvre 300 à 400 000 hectares, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment parce qu'on a un système de suivi au Québec qui est très, très fort. Évidemment, il y a d'autres systèmes de suivi en parallèle qui permettent aussi d'avoir une information complémentaire. Je pense entre autres à tous les relevés satellitaires qui sont faits par des équipes justement au Service canadien des forêts en collaboration avec les provinces. Les produits CanLad, par exemple, qui retracent les perturbations annuelles par imagerie satellitaire. Les produits Scanfi aussi, donc, qui utilisent l'inventaire forestier national canadien. Donc, on a quand même une bonne idée, là, une très, très bonne idée de la composition forestière et de l'état de la forêt pour euh, quantifier quels sont les impacts par la suite lorsque ces perturbations-là surviennent. Merci beaucoup. Il y a quelques questions qui s'intéressaient aussi aux régions, donc à l'évolution des risques de feu pour différentes régions. Donc, une question mentionnait l'Est ou les maritimes là, du Canada. Donc, se demandait quels sont les facteurs qui rendent cette région-là propice, notamment à de grands incendies. Puis aussi, pour le nord, notamment du Québec, là, si on s'attend à un certain verdissement ou à une progression de la forêt vers le nord, est-ce qu'on peut s'attendre effectivement aussi là, à un changement de régime de feu là, dans cette Ouais. région? Pour ce qui est du Nunavik, tu sais, je serais trop, j'ai trop d'incertitudes par rapport à ça. Là. J'ai pas vraiment les connaissances pour pouvoir répondre à ça. Mais pour ce qui est de l'Est du Québec, il faut dire que la forêt, déjà, dans l'Est du Québec, c'est une forêt qui peut être inflammable. Donc, la proportion de conifères, par exemple, est quand même très importante là, dans certains milieux, que ce soit l'Est du Québec ou les maritimes en général. Et donc, ça prend juste des allumages au moment approprié pour faire en sorte que cette forêt-là brûle. Hier, j'avais discuté avec une collègue qui mesure la sécheresse, justement, puis elle était à Terre-Neuve. Puis elle s'est rendue compte que, par exemple, cette année, Terre-Neuve avait été vraiment, vraiment, elle disait en tout cas que Terre-Neuve avait vraiment été chanceux de ne pas avoir plus d'allumage par les éclairs parce que la sécheresse notée dans le substrat, en tout cas le sol de Terre-Neuve, était typique de celle qu'on retrouve normalement à l'intérieur de la Colombie-Britannique. Donc, on voit que lorsque les conditions sont alignées, lorsque les étoiles sont alignées pour les conditions météo, parce que le combustible est présent, on peut avoir des feux qui peuvent être très importants. Et ça, c'est des situations qu'on doit surveiller pour l'avenir. Merci beaucoup. Je vais glisser une dernière question, puis après, on pourra clore la session. Donc, une question s'intéressait à savoir si vous collaborez aussi avec des experts en santé. Donc, on parlait beaucoup de la fumée tout à l'heure. Donc, si vous avez des collaborations ou c'est plutôt pas une collaboration sur les effets de la santé des populations, mais aussi celle des travailleurs.
notamment dans la région forestière? Ouais, ça, c'est une très bonne question. Puis justement, on commence, notamment, tu sais, le, voyons, le projet là, qu'on a soumis pour financement, c'est entre autres avec l'INSPQ, avec l'UDM, avec des gens qui sont soit spécialisés dans les modèles météo eux-mêmes pour la circulation atmosphérique, mais aussi évidemment pour le transport de fumée et de leur impact sur les humains. Donc ça, oui, c'est un élément qui est très, très, très important. Évidemment, moi-même, j'ai pas du tout l'expertise là, pour traiter des impacts sur les humains. Donc, ce genre d'équipe multidisciplinaire-là est essentiel, dans le fond, pour pouvoir apporter les réponses aux questions que vous mentionnez. Merci beaucoup. Je pense que ça fait le tour des questions. Merci pour les réponses généreuses. Là, on a eu une séance de questions bien alimentée. Là. Donc, merci Yann pour ta présentation. Merci à tout le monde en ligne et en salle là, pour la présence de ce webinaire-là. N'hésitez pas là, en fait, à vous connecter pour le prochain webinaire là, de 11 heures en utilisant le lien spécifique à ce webinaire-là, comme rappelé dans le clavardage. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de journée.